peu, elle est sur le côté technique et pas sur le côté flamboyant. D'accord. Donc c'est sympa. Un aspect technique sous un éclairage professionnel, il n'y a rien à jeter. Donc on coupe les petites hésitations, on coupe mais c'est du contenu qui est très riche. Et là, j'ai pas d'autre solution que d'atteindre les 30 minutes parce que bon, le dernier sujet, c'est vrai qu'on avait évoqué tous les aspects théoriques en lien avec les voilures et notamment le code D, puisqu'on a testé récemment le code D. Donc c'est copieux, mais à la fois intéressant, aussi bien pour les profanes que les personnes expérimentées. Donc bon, mais on se régale. Et donc, aimable participation de Sylvain. Donc on va parler un petit peu, on va donc aller en mer évidemment. L'idée c'est de chaque fois cet atelier ça soit éducatif. On prend tous des mauvaises habitudes en fait, au fil du temps, où on a parfois des mauvais réflexes sur comment prendre un riz automatique. D'abord les équipements évoluent et donc parfois les méthodes du fait de ces évolutions d'équipements ne sont plus les mêmes quand on a appris la voile il y a un certain nombre d'années. Donc il faut un petit peu parfois se remettre à niveau. Le réglage aussi, la modification des plans de voilure. Avant on avait des grands génois, des petits GV. Maintenant c'est l'inverse, on a des grands GV, de petits génois ou faux poteaux d'erreur. Tous ces changements sont dus à l'évolution des carènes, des bateaux et des plans de voilure. Voilà. Vous avez tous un bateau et vous n'avez pas de concessionnaire qui vous appelle tous les 2 jours pour vous dire bonjour, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Il est nécessaire en tant que marin de faire du tuning. Il est nécessaire parce qu'on va être obligé à un moment donné d'adapter le bateau à son usage. D'accord ? Donc la première chose que je peux vous recommander à tous, c'est de télécharger des applications de bloc-notes ou de choses comme ça, qui sont des applications modernes, où vous allez au fur et à mesure des jours d'usage de votre bateau, noter tous les petits travaux que vous constatez quand vous naviguez au quotidien. Parce que le jour où vous allez être sur votre bateau, vous allez dire je bricolerai, vous savez plus ce que vous avez à faire en fait. Soit je fais faire le boulot, soit je sais que je dois faire du boulot. Voilà. On est là pour dire quand même que plus on prépare son bateau, plus on en prend soin et plus on prend de plaisir à bord. Voilà. On va sortir en mer. Je vais beaucoup vous parler de petites bidouilles ou de petites choses aussi comme ça qui vont vous faciliter la vie au quotidien, sur la prise de riz ou autre. En fait, on ne va pas parler de risque. On sort en mer pour prendre du plaisir. Et le plaisir qu'on va prendre, on veut le garantir. Parce que moins on a en mer, plus on prend de plaisir. Ça vous va comme discours? Oui. Grosso modo, tu gardes le réglage. Voilà, bien vu. Donc la première chose qu'on fait quand on va hisser la GV, c'est quoi? 1, on regarde la drisse. 2, on choque le halba. 3, on choque les coudes aussi. D'accord? Et après on peut hisser. D'accord? Donc on va repasser la drisse de GV et après on va hisser. Le halba, il n'est utile que si on n'a pas de chariot de GV. Ouais. D'accord? Donc là on en a un, donc on n'a pas besoin du halba. En revanche, il va être utile sur un bateau comme ça que dès lors que la baume va passer l'axe du chariot. Voilà. C'est-à-dire que dès que tu vas ouvrir assez, là effectivement le halba va prendre le relais. Mais pour l'instant au pré, ça ne sert pas à grand chose de prendre du halba, tu t'embêtes pas avec ça. C'est quoi les règles qu'il y a pour dérouler une voile sur un rouleur? Sur un génois notamment? Retenir le rouleur. Toujours. Voilà, ouais. La bosse. Ouais. La bosse d'un rouleur, on doit toujours avoir un tour autour du winch. Parce que sinon elle risque de mal s'enrouler dans le tambour là-bas et de surpâter à un moment donné. D'accord? Alors là, on anticipe sur la prise de riz avant la montée de la grand voile. Encore, ouais. Voilà, c'est bon.
Avant, il y a 20 ans de ça, 30 ans de ça, on vous livrait des coulissants pour les riz qu'il fallait riveter. C'est une chose qu'on ne fait plus. Donc ce qu'on fait nous, c'est qu'on fait 2 tours autour de la baume pour éviter que ça coulisse de lui-même. Sauf que si ça bat beaucoup à un hissage ou autre, ça va quand même coulisser. Donc la meilleure solution, c'est de faire soit de commander des coulisseaux supplémentaires, soit déjà de mettre un petit coup de feutre au bon endroit pour que visuellement on voit si le riz il est bien placé ou mal placé. Comment on sait si le riz est bien placé au bon endroit? Si mon riz il est trop avancé, quand je vais le tendre, je vais le plaquer sur la baume. En revanche, je ne vais pas arriver à le tirer vers l'arrière. Ok? Si mon riz est trop reculé, je vais arriver le tendre vers l'arrière, mais dès que je vais border, la voile elle va monter. Ok. Globalement, ce que je prévois moi, pour avoir un bon angle de tir, c'est que la position de mon riz, c'est une dizaine de centimètres après la verticale du riz. Ok. De manière à ce qu'il puisse pas trop monter et de manière à ce qu'il soit quand même tenu vers l'arrière. Alors ce qu'on fait généralement quand on prépare le bateau, c'est que on tend la balancine, on règle la balancine pour que si vous prenez à fond de l'écoute, vous n'alliez pas taper sur la casquette. Mais bon. Il y a des choses qui sont écrites sur les notices, il y a des choses qui font partie de la réalité de vos bateaux, dans votre quotidien. D'accord. Donc, globalement, on est sur des bateaux très différents. Ils ont un Dufour 40 et un Bavarian 37. Qu'est-ce qu'on peut constater déjà dans vos bateaux? C'est que vous ne pouvez pas faire les mêmes réglages tous. C'est complètement impossible. Donc là, le premier conseil que je donnais hier, valable sur tous les bateaux en fait, hein, c'est que vous ayez un palan 4 brins, pas nécessairement très gros, hein, avec un mousqueton d'un côté et un cordage de l'autre. D'accord. Vous avez besoin de changer votre mousqueton d'écoute de génois. Vous attachez votre voile au palan, vous déplacez votre mousqueton, vous relâchez votre palan et vous enlevez le palan. Vous voyez ? Vous avez besoin que le chariot ne remonte pas. Et ce chariot, vous voulez border un peu mieux votre voile. Et bien vous prenez ce même palan, vous l'attachez sur le taquet d'amarrage sous le vent, vous le rattachez sur le chariot, et votre chariot, vous pourrez border votre voile sans qu'il remonte. D'accord ? Vous voulez faire un barbeur pour le spi, ce dont on parlait, de manière à ce que la voile, elle remonte beaucoup moins quand vous abattez. Vous reprenez ce même palan, vous attachez. D'accord ? Vous voulez affaler votre grand voile. Il y a de la mer, vous n'avez pas envie de passer à l'eau. Vous prenez votre écoute de GV, vous la bordez et la baume elle fait toujours comme ça. Ça, vous n'avez personne qui échappe. Vous prenez le taquet d'amarrage, vous prenez votre palan, vous attachez votre baume, la baume elle ne bougera plus. Donc c'est vraiment tout bête, hein, un petit palan avec voilà. Ça déjà pour les bateaux comme le vôtre ou le vôtre, c'est très important. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que souvent, tu as des phénomènes de gradient qui font que le vent en haut n'est pas identique que le vent en bas. C'est compliqué de gérer ta voile entre en haut et en bas. Généralement, sur les grands voiles, on dit que si ton pedon du haut décroche, bon, oublie-le quoi, il ira bien. Après, sur le génois, ça dépend de ce que tu vas chercher si tu veux, parce qu'il y a des moments aussi où sur le génois, tu peux chercher à déverser tes voiles, à vider un peu ta patate, tu vois. Avoir un peu d'ouverture là-dessus, c'est pas trop gênant. Mais il y a quand même un bon réflexe à avoir en Méditerranée, c'est que des chutes trop fermées, que ce soit sur la grand voile ou sur le génois, c'est jamais vraiment bon. C'est quand même un constat à faire, parce que en Méditerranée, on a des vents qui oscillent énormément. Nous, en régate, on a un terme qu'on appelle faire l'essuie-glace. C'est-à-dire que si tu fais des voiles très plates, très très bien réglées, à chaque risée ou à chaque mouvement
d'angle de vent, ton bateau, il va immédiatement se coucher. Dès que tu vas redresser, il va reprendre le vent complètement, il va se recoucher, tu vois. Tu vois ce phénomène-là, on appelle ça faire l'essuie-glace, tu vois. Donc, si tu veux limiter ce phénomène-là, en ouvrant un peu le haut de ta voile, tu vas pouvoir, en l'offrant ou en abattant, décider combien de surface de voile tu portes réellement. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Tu vas arriver à gérer ce phénomène. Et du coup, quand il y a des claques ou autre, il te suffira d'aller un peu vers le vent pour vider le haut, tout en gardant le bas. Et en fin de compte, au lieu de ralentir, tu gagnes en cap et t'accélères. Alors qu'avant ça, tu fais là, l'équipage, il était vraiment pas bien à bord. Parce que tu vois, c'est pas un bon. Donc, plier les voiles en Méditerranée, c'est souvent un bon point, tu vois. Si tu veux que ta bombe monte, il faut que tu la laisses monter. Ça peut être par l'écoute, ou ça peut être par le halpa. Il faut que tu la laisses monter. En revanche, si tu veux faire du pré, on ne peut pas faire de pré-serré sans que la bombe soit dans l'axe du bateau. On oublie, ça n'existe pas. D'accord ? Simplement parce que c'est la bombe qui aide à remonter au vent. Si la bombe elle n'est pas dans l'axe du bateau, on ne peut pas remonter au vent. Il faut que tu arrives à trouver une solution pour la laisser monter sans que son angle change. C'est-à-dire que le cul de la bombe reste toujours dans l'axe du bateau. Si tu as, quel que soit le système, si tu as un chariot, si tu as un double ballon, tu arriveras à faire en sorte que ta bombe reste dans l'axe tout en la laissant monter. En revanche, sur un Duflo 360, tous ces bateaux-là, dès lors que tu vas ouvrir, elle va tomber. C'est immédiat. Donc, la seule solution, c'est le petit ballon latéral dont je parlais tout à l'heure, le ballon à tout faire qui va te la retenir. Après, je t'invite vraiment à te faire un petit tableau Excel avec la formule du cosinus, de manière à savoir vraiment à combien tu redescends en VMG. Soit tu l'offres, soit tu l'as pas en VMG. Notamment un code 0, quand tu le mets en VMG, il fait peur, quoi. Parce qu'en fait, tu remontes au vent, tu remontes pas vraiment au vent avec un code 0. Si tu calcules bien. Si tu veux remonter au vent, ton autovireur ou ton génois il va bien, quoi. Le code 0, tu remontes au vent en t'amusant. Mais tu vas pas vraiment vers le vent. En petit ange, par là. Non, mais oui, par rapport. Après, moi, j'arrive à le mettre en ciseau en arrière. Oui, c'est toujours une solution. Et c'est jamais vraiment sur ces bateaux-là une très bonne solution. Au portant, tu t'apercevras assez rapidement que globalement, tu as plutôt intérêt à tirer des bords, de faire du ciseau, surtout sur ces bateaux modernes où tu as des carènes tellement larges qu'elles ont besoin de se créer du vent apparent et de gîter pour avancer. Tu vois? Du coup, le ciseau sur les vieilles carènes un peu étroites comme ça, là, comme le First 27 ou autre, ça présente plus d'intérêt peut-être, tu vois, mais tu serais dans la situation où tu as un tango qui peut vraiment t'écarter ta voile et faire un mur, ça peut s'entendre. Il ne faut pas être en bien c'est toujours ça qui est... Ah, ça y est. La choc de ce côté-ci? Ouais, c'est bon. Ah, la grand voile elle est bien, hein.